Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast gastronomique Parler Cuisine, présenté par Marc et Guy. Édition spéciale, c'est l'épisode 67 bis. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, au micro c'est Marc et je vous retrouve pour un épisode tout à fait spécial enregistré à chaud en ce samedi 20 janvier 2018. Le monde de la gastronomie est en deuil, la nouvelle est tombée, un pilier de l'histoire gastronomique mondiale française et lyonnaise nous a quittés aujourd'hui. Et Guy qui est avec moi, bonjour Guy. Et bonjour Marc et bonjour à tous et à toutes. Tu avais voulu justement partager ta douleur et ton En tout cas, expérience. je trouve que c'est un jour un peu tristounet malgré tout, même si effectivement Paul Bocuse a eu une vie extrêmement longue, malgré tout décédé, je vais dire 91 ans, et je vais expliquer pourquoi après. Donc 91 ans pour ceux qui n'auraient pas pu traduire. Donc Paul Bocuse est décédé ce matin. Et c'est vrai que c'est une nouvelle qui est passée sur tous les médias, que ce soit la presse écrite, Même que le ce soit la président radio. a fait un Oui, communiqué voilà, que là-dessus. ce soit les journaux télévisés. Et il faut reconnaître que c'est quand même un peu triste malgré tout, parce que il n'était pas éternel, évidemment, comme nous ne le sommes pas, mais d'un autre côté, c'est quelqu'un qui a tellement marqué la cuisine française que ce serait anormal que nous n'en parlions pas. Et puis, il y a moyen d'en parler malgré tout. Oui, mais j'en ai parlé à ma maman, donc qui est cuisinière professionnelle à la retraite, et qui me dit comme ça, on est triste, oui, c'est parce que c'est notre père à tous. C'est celui qui a sorti les cuisiniers de leur cave. C'est parfaitement vrai. Nous dirons qu'avant Paul Bocuse, les grands établissements de restauration réputés étaient ce qu'on appelait des établissements de maîtres d'hôtel. Alors j'exagère un petit peu, mais pour que nos auditeurs comprennent, il y avait des établissements de type Tour d'Argent, ou bien éventuellement Maxime. On allait chez Maxime, on allait à la Tour d'Argent, à Paris bien entendu, pour l'établissement. Et on ne savait pas dans la plupart des cas qui était le cuisinier. Un peu comme dans le grand restaurant. Un peu comme dans le grand restaurant, exactement. C'est vraiment avec Louis de Funès. Avec Louis de Funès, c'est vraiment la caricature du grand restaurant. Ce genre de restaurant où en fait on allait dans l'établissement et il y avait le propriétaire, le patron éventuellement, qui était parfois maître d'hôtel mais pas toujours, le directeur, et c'était lui qui était la personne de référence, c'était pour lui qu'on allait, c'était pour voir éventuellement son show. Dans le cas de la Tour d'Argent, Frédéric, qui était le prédécesseur du patron que j'ai connu, en tout cas que j'ai vu quand j'y suis allé, faisait la découpe du canard en salle, le canard au sang et le canard sous toutes ses formes. Et on y allait pour voir ce genre de spectacle. On n'y allait pas pour le cuisinier, on ne savait pas qui était le cuisinier finalement. C'était l'époque des chariots de service avec les flambés. Tout à fait, c'était l'époque du service à la russe en fait. Voilà. C'est-à-dire, ou éventuellement du service à l'anglaise ou à la française. C'est-à-dire que l'assiette n'arrivait jamais dressée depuis la cuisine. C'était des plats, disons parfois même des plats d'apparat qui arrivaient, qui étaient présentés aux clients, qui étaient placés sur un guéridon, disons, à proximité de la table, et qui étaient terminés en salle. C'était des préparations magistrales de salle, soit par la découpe, soit parfois même par la finition des sauces. Dans le cas du canard au sang de la Tour d'Argent, on réalise réellement la sauce devant le client, avec une presse à canard, et enfin tout un cérémonial. Et alors Paul Bocuse, lui, a changé un petit peu cette histoire-là. Bon, d'abord, il faut quand même admirer le personnage. C'est quelqu'un qui était multifacette. Il avait toute une série je dirais, de fonctions, il avait toute une série de décorations. N'oublions pas qu'il était quand même meilleur ouvrier de France. Ce n'est quand même pas peu, être meilleur ouvrier de France. Il n'y en a jamais qu'un par an, en fait. Non, mais je peux témoigner. J'ai un cousin, enfin le mari de ma cousine, qui a fait 2 années d'affilée la compétition de meilleur ouvrier de France en pâtisserie. Il est arrivé dans les finalistes et il a chaque fois échoué sur les marches du podium. Et il dit la pression, la pression est énorme. C'est énorme. Je veux dire, au niveau technique, tu peux être le meilleur. Déjà, il faut être le meilleur. C'est pas... t'es vraiment hors catégorie, là. Et mais ils sont déjà tous les meilleurs. En fait, la réussite du concours tient parfois à un petit détail.
Bon, il y a d'abord le plat qu'on doit préparer, que ce soit en pâtisserie ou en cuisine. Il y a le plat qu'on doit préparer. Bon, bien sûr, généralement, il y a un thème. Dans le cas des cuisiniers, c'est un menu. Dans le cas des pâtissiers, il y a plusieurs, disons, thèmes. Il y a à la fois de l'art du sucre, il y a de l'art de la présentation, il y a un entremets, il y a un gâteau. Enfin, il y a plusieurs choses. Et alors, il faut aussi que, bon, d'abord être le meilleur techniquement, mais ils sont tous meilleurs techniquement. Ce qui se passe, c'est que vous allez avoir une association de goûts, de couleurs, de produits, de présentation, qui va parfois peut-être pour un tout petit détail plaire mieux à un membre du jury qu'à un autre, et vous avez quelques dixièmes de points en plus, et c'est vous qui êtes le premier. Bon, ça tient vraiment à des choses. D'ailleurs, pour reprendre le cas de Paul Bocuse, il avait testé le concours du meilleur ouvrier de France en 1958, et il avait échoué, puis il a représenté en 61, et là il a été le lauréat, et c'est le seul concours qu'il ait fait. Par contre, lui est à la base de toute une série de concours, dont le fameux Bocuse d'Or, qui est un concours mondial de cuisine, évidemment, hein, qui se déroule par étapes progressives, d'abord dans chaque pays qui souhaite y participer, et ensuite au niveau européen, et puis après il y a l'affrontement, je dirais, lors du grand show de Lyon, lors de la foire de gastronomie de Lyon, où là tous les finalistes sont réunis et tous participent. Et alors on se rend compte que finalement la cuisine depuis quelques années a évolué, parce que de plus en plus de lauréats de premier prix de ce concours, ce sont des cuisiniers qui viennent des pays du Nord, hein. Des pays comme le Danemark, la Norvège, des choses Pourquoi comme est-ce ça, que la des France endroits comme devrait ça. avoir l'exclusivité de la bonne cuisine? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Justement, Mais je vais dire que ça donne en plus un gage d'une certaine impartialité. Parce qu'évidemment, si d'année en année, il n'y avait que des cuisiniers français qui gagnaient le concours, ben, on crierait à la tricherie ou au favoritisme. Et ici, je pense que c'est un concours qui, justement, non seulement est très ouvert, mais en plus, je pense qu'il est très, très objectif, parce qu'on ne récompense pas que des cuisiniers français, fussent-ils d'ailleurs très bons par ailleurs, hein. mais c'est aussi une grosse, comment dire, un de ses accomplissements, un de ses records les plus respectables et qui, franchement, pour moi, après ça, on peut fermer la porte, c'est 50 ans de 3 étoiles au Michelin. Ah, tout à fait. 3 étoiles, c'est pas facile à avoir, 3 mais étoiles, c'est pas les facile. Et garder, alors, en fait, c'est depuis 1965, hein, c'est quand même lui qui, en France, et je pense même dans le monde oui, d'ailleurs, c'est un record inégalé. a un restaurant 3 étoiles, et qui n'en a jamais perdu une seule, parce que beaucoup d'établissements ont gagné à un moment donné 3 étoiles, et puis bon, ils les ont perdues progressivement, hein, une à la fois généralement, mais il y a des restaurants qui en avaient 3 qui n'en ont plus que 2, qu'une, et puis qui les ont parfois entièrement perdues. Et lui, il a gardé ces 3 étoiles. Maintenant, concernant les étoiles dans les restaurants, j'ai un petit peu regardé les statistiques et toute une série de choses tout à l'heure avant d'enregistrer cette émission. Il y avait un petit peu de discussion. Pourquoi? Parce que quand on a un restaurant qui a 3 étoiles, on est censé être très créatif. Et finalement, la cuisine de Bocuse, pour moi, elle était parfaite, hein. Mais je dirais qu'elle ne faisait pas appel à une très très grande créativité. Nous dirons qu'elle était parfaite dans ce qu'elle était, et elle était extraordinaire. Mais il n'y avait pas de grandes innovations. J'ai regardé les menus actuels. J'y suis allé, bon, il y a maintenant, à mon avis, pas loin d'une vingtaine d'années. On retrouve quasiment les mêmes menus maintenant qu'il y a 20 ans. Donc ça veut dire que c'est une cuisine qui n'a pas vraiment évolué, qui n'a pas vraiment changé, ce qui n'empêche pas pour autant qu'elle soit parfaite. Oui. Puis c'était quelqu'un qui était connu, enfin je vois ça dans la presse, ça revient souvent, c'est quelqu'un qui était connu pour partager son savoir autant que faire se peut. Oui. Donc non seulement il a participé à faire rayonner la cuisine française dans le monde entier, par ce concours, par les restaurants qu'il a fait, ses apparitions publiques, c'était quelqu'un qui était très médiatisé. Et puis, moi, je vois dans le livre Le Bocuse gastronomique que j'ai acheté ici en anglais, les recettes sont pas à pas, par photo, impossible à rater. J'ai pris ce livre-là pour faire une sauce hollandaise et j'ai réussi du premier coup. S'il y a bien un truc difficile à faire, c'est ça, pour quelqu'un qui l'a jamais fait avant. Et Oui, oui, je oui, dois oui. avouer que c'est très admirable pour quelqu'un de ce calibre-là, qui a toujours cultivé l'exception, l'excellence, à son tour, partager autant. Mais je crois que ça tient à deux choses.
Tout d'abord, c'était encore quelqu'un d'une ancienne génération de cuisiniers et l'apprentissage se faisait essentiellement par immersion. Bon, Paul Bocuse n'a pas fait d'études de cuisine dans une école hôtelière, qu'elle soit réputée ou non d'ailleurs. Paul Bocuse est allé, bon, d'abord a été en contact de la cuisine de manière familiale, hein, par ses grands-parents, par ses parents qui ont tous tenu une auberge d'ailleurs. L'auberge de ses parents, c'est le restaurant actuel dans lequel il est installé et qui a 3 étoiles. D'autre part, il a fait son apprentissage chez des chefs réputés. Et le plus réputé, il y en a plusieurs évidemment, mais le plus réputé, c'est Fernand Point qui tenait la pyramide à Vienne, donc dans la vallée du Rhône. Et avant ça, il était quand même allé aussi chez la mère Brasier, qui était un phénomène. Hein. La mère Brasier, c'était une mère lyonnaise. Hein, il n'en existe plus d'authentique, mais enfin, elle, c'était vraiment une authentique mère lyonnaise. Et c'était le premier restaurant au monde, et en même temps la première femme qui a eu 2 restaurants 3 étoiles. Hein, elle avait un restaurant dans le centre-ville de Lyon qui avait 3 étoiles et elle avait également un restaurant situé un petit peu plus loin, je dirais à la campagne au col de la Luère, qui a eu également 3 étoiles. Et Paul Bocuse a travaillé avec la mère Brasier, qui n'était pas, je dirais, une femme facile. Hein. C'était vraiment la cuisinière à l'ancienne qui devait manier le verbe haut, un petit peu à la façon de Pauline Carton pour ceux à qui le nom de l'actrice dit quelque chose. Mais si vous aimez vous faire insulter, allez faire un apprentissage dans une Ah, cuisine en étoilée. cuisine, c'est génial, hein, il n'y a Oui. pas de problème. Je crois C'est que encore de mise, enfin peut-être un peu moins maintenant avec les chefs actuels, mais à une époque, c'est vrai que c'était le à cas. côté de ça, les clubs sadomaso, c'est de la poudre de perlimpinpin. Bon, peut-être pas au niveau physique, mais en tout cas au niveau vocabulaire, c'est clair que le vocabulaire Ah de non, mais cuisine tu te n'est fais pas hurler, toujours très. se faire hurler dessus comme du poisson pourri, ça Ah oui, c'est... oui, 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 ça c'est vrai. Mais alors pour revenir quand même au personnage, hein, donc il avait donc obtenu son titre de meilleur ouvrier de France en 1961, et puis très rapidement, nous dirons qu'il a un petit peu quitté la cuisine. Je m'explique. Quand je dis quitter la cuisine, ce n'est pas quitter le monde de la cuisine, hein, mais il a quitté la cuisine pour que, d'un point de vue médiatique, les cuisiniers aient voix au chapitre. Et Paul Bocuse, on le voyait quasiment dans les années 60 et puis 70. Et je dis 70, j'ai quand même expliqué pourquoi. Parce que là où Paul Bocuse se trouve, c'est le Lyonnais. Et le parler du Lyonnais, c'est le franco-provençal. Et on n'est pas loin de la Suisse finalement. Hein. Et il m'a été expliqué que Paul Bocuse, quand il parlait à ses proches, hein, bien sûr pas à la presse, mais quand il parlait à ses proches, il disait 70 et 90. Comme les Et Belges. d'un point de vue familial, j'ai des cousins éloignés qui habitent le Beaujolais et qui me disent que leurs grands-parents disaient encore eux aussi 70 et 90. Donc ils parlaient un petit peu à l'ancienne Du vieux à français. certains moments. Donc Paul Bocuse, dans les années 60 et 70, était très 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 présent dans les médias, sur les plateaux de télévision. Et c'est lui qui a finalement fait connaître le métier de cuisinier, je dirais en tant que personnage à la population, parce qu'on savait évidemment qu'il y avait des cuisiniers dans les restaurants, mais on ne les connaissait pas, on ne les voyait pas. Et Paul Bocuse, réellement, a été à la base d'une sortie des cuisiniers, de leur cave, de leur trou, je vais dire presque. Hein. Le cuisinier était vraiment parfois relégué dans des conditions qui ne sont évidemment plus d'actualité, mais dans des conditions de travail qui étaient épouvantables. Les cuisines étaient souvent dans des caves, elles étaient à peine aérées, la seule lumière du jour entrait par des petites fenêtres ou par des grands soupiraux, on va dire ça comme ça. Les fourneaux étaient encore des fourneaux au bois ou au charbon, généralement au charbon. Il y avait une poussière, il y avait, je dirais, des conditions de travail qui étaient extrêmement dures. Et lui a réellement dit, ben voilà, nous sommes les cuisiniers et nous revendiquons d'avoir nos établissements et on viendra manger pour manger ce que nous faisons et on ne viendra plus dans un établissement pour le nom qu'il porte. Tout à fait. En fait, ils ont donné une lettre de noblesse à un métier de domestique. À un métier qui était, disons, un métier qui n'était pas vraiment reconnu dans sa qualité. Maintenant, il y avait déjà des restaurants sur Paris qui avaient de très grands cuisiniers. Et attention, non, il faut quand même dire ce qui est. Bon, Fernand Point à Vienne était connu pour son nom à lui. Hein. Bien sûr, son restaurant s'appelait La Pyramide, mais enfin, on allait quand même manger chez Fernand Point et il n'y avait quand même pas que lui. Il y avait quand même quelques autres cuisiniers qui étaient connus. Bon, la mère Brasier, c'était la même chose. On allait manger chez la mère Brasier parce qu'elle était une personnalité, qu'on savait ce qu'elle faisait. Mais je dirais que malgré tout, ces établissements où on allait pour le cuisinier n'étaient quand même pas très 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 nombreux à l'époque par rapport à ce qui se passe maintenant. Maintenant, énormément de cuisiniers donnent d'ailleurs leur nom à leur établissement, ce qui n'était pas le cas avant. Hein. Mais il a fait beaucoup d'émules parce que je vois les grands cuisiniers du Star System, en tout cas ici en Angleterre, en Amérique. Déjà, premièrement, ont été faire leur stage dans des restaurants étoilés en Europe, si pas en France.
Et on reproduit le même schéma. Ils sont très fort médiatisés. Ils ont des chaînes YouTube maintenant où ils partagent leurs recettes, où ils font les démonstrations de visu de ce qu'ils font. Et il y a énormément moyen d'apprendre en les regardant. Et ils sont maintenant des stars, quoi. C'est un métier noble maintenant de faire cuisinier. Tout à fait. Et pour revenir à la philosophie de Paul Bocuse, donc non seulement il a fait son apprentissage essentiellement par immersion, alors quand de manière un petit peu perfide, on lui demandait, tiens, quelles sont les études que vous avez fait, monsieur Bocuse? Il disait, moi j'ai 2 bacs, il disait, hein. J'ai le bac pour laver, j'ai le bac pour rincer dans ma cuisine. C'est Donc pas le c'était bac une d'eau manière, chaude et le bac d'eau froide. oui, c'est à peu près ça. Donc c'était une manière un peu humoristique de dire, bon, finalement, on peut réussir dans la vie et devenir quelqu'un qui est connu mondialement sans avoir fait de grandes études. Mais par contre, lui a eu à cœur de transmettre son savoir et de manière tout à fait qualitative, puisqu'il est à la base de la création de 3 écoles, dont une qui est tout près de Lyon, là-bas, donc l'Institut Paul Bocuse, et puis une autre à Lyon même, et puis encore une autre en Chine. Donc il a toujours eu à cœur de partager son savoir. Et alors très rapidement, ce qui caractérise également Paul Bocuse, c'est qu'il s'est entouré de meilleurs ouvriers de France comme lui. Évidemment, quand il était de sortie, Oui. il était sur les plateaux de télévision, il était en Chine, il était au Japon, il était aux États-Unis. C'est qui fait bouillir Bon, la marmite pendant ce Qu'est-ce qui, temps-là? voilà, qui faisait bouillir la marmite. Alors il a engagé, il a encore à son service, je pense actuellement, 4 meilleurs ouvriers de France en cuisine et à peu près le même nombre de meilleurs ouvriers de France en salle. Donc évidemment, quand on lui posait aussi perfidement la question, mais monsieur Bocuse, bon, on va quand même pour les manger chez vous, hein, on va pour les manger du Paul Bocuse, mais vous êtes toujours absent, vous êtes toujours dehors. Et alors il dit, mais on lui disait, mais qui cuisine quand vous n'êtes pas là? Comment ça se passe puisque vous n'êtes pas là? Et il disait, mais quand je suis là, ceux qui cuisinent sont les mêmes que ceux qui cuisinent quand je ne suis pas là. Donc Oui. finalement, ça ne changeait Ça a pas été grand-chose. très décrié. J'ai vu justement Oui, un oui. extrait sur un journal qui est passé une vidéo où il se faisait remettre. Oui, mais Faut se il faut poser quand cette même. question. Il disait, Oui, mais il oui. y a des gens qui sont chez eux tout le temps et ça ne nous empêche pas de mal manger. De mal manger chez eux. Mais Voilà. il faut quand même bien se rendre compte que quand on est à ce niveau-là de cuisine, on est véritablement dans de l'art, hein. Est-ce que l'on pourrait demander à une dame comment dirais-je moi, qui s'habille chez Chanel, est-ce qu'elle pense que c'est Karl Lagerfeld qui coud les boutons sur son chemisier? Non. On est bien d'accord. Oui, tout à fait. C'est pas Karl Lagerfeld qui recoud l'ourlet, ou ce n'est pas lui qui va broder un motif sur un bustier. Bon, Mozart, il jouait pas le violon et la trompette en même temps, hein. exactement. Mais justement, donc, dans le cas d'un grand cuisinier, c'est lui évidemment qui met les recettes au point. C'est lui qui veille à ce qu'elles soient, je vais dire, bien exécutées. S'il est chez lui, c'est lui qui éventuellement est au passe-plat et qui donne les ordres et qui veille à ce que le service se déroule correctement. Mais c'est pas lui non plus qui va appeler les pommes de terre, écosser les haricots ou réaliser un fond pour faire une sauce. Donc dans le cas de Paul Bocuse, c'est clair qu'il était chez lui, je pense quand même la majorité du temps, mais ce n'est pas lui qui était au fourneau et qui se salissait le tablier, évidemment, hein. Il avait des gens qui étaient très compétents et qui eux-mêmes qui avaient ou qui ont en tout cas actuellement encore des chefs de parti et qui travaillent en équipe. Il y a une équipe quand même de plusieurs dizaines de personnes pour faire tourner simplement le restaurant principal. Donc c'était une critique qui était faite par des gens, on va dire, un petit peu, qui méconnaissent le métier et qui n'ont pas toujours, je dirais, les yeux en face des trous, hein. Il faut bien imaginer que quand Paul Bocuse réalisait des banquets de plusieurs centaines de personnes pour, par exemple, des visites présidentielles ou des visites de chefs d'État, c'est pas lui qui éminçait la truffe qu'on mettait dans le bol de Valéry Giscard d'Estaing, même si la soupe porte le nom de soupe aux truffes Valéry Giscard d'Estaing. Paul Bocuse a bien sûr conçu la recette, mais ce n'est pas lui qui l'exécutait, je dirais, les 3/4 du temps et même les 9/10 du temps, évidemment, hein. Alors, on lui prête qu'il a été très fort inspiré que c'était même un disciple d'Escoffier. Alors, ça, c'est comment dirais-je, une constatation qu'on peut faire, et je reparle de cela en fonction de ces 3 étoiles. Donc, je disais, un restaurant 3 étoiles est censé innover, et ce n'était pas vraiment le cas. Quand on pose la question à Paul Bocuse de savoir, tiens, finalement, on vous a mis dans le groupe des chefs. C'était donc Goemio qui avait un jour rencontré toute une série de chefs de cuisine dans fin des années 60, début des années 70, et qui avait constaté que la cuisine avait évolué. On avait quitté un petit peu
la cuisine tout à fait classique d'Escoffier justement, avec des sauces épaissies, avec des fonds dans toutes les sauces, etc. Et donc Goemio avait dit, mais voilà, vous êtes, en parlant entre autres des Fers Trois Gros également, vous êtes les chefs de la nouvelle cuisine française. Et alors évidemment, la formule a fait florès, on a parlé de la nouvelle cuisine, pour simplement dire que finalement, la cuisine s'était dépoussiérée, qu'elle s'était allégée. Et là, quand je referai un épisode sur la nouvelle cuisine, j'en reviendrai bien plus dans les détails. Parce que cette année Mais marque le 50e anniversaire de la nouvelle cuisine. tout à fait, oui. Mais Paul Bocuse avait dit, moi, je n'ai jamais fait qu'une seule recette de nouvelle cuisine, c'est ma salade aux haricots verts. Et c'est vrai, j'ai eu l'occasion de manger cette fameuse salade de haricots verts au foie gras chez lui. C'était la perfection. Maintenant, on peut même pas dire que c'était vraiment de la nouvelle cuisine. C'était une cuisine qui était un petit peu différente, qui sortait un petit peu, je dirais, de l'habitude. Il réalisait les plats à la perfection. Et je vais maintenant vous parler même du menu que j'ai mangé chez lui. Ça vaut la peine quand même d'en parler. Parce que tu as eu l'occasion de visiter son établissement. Tout à fait, tout à fait. Alors, comment ça s'est passé? Comment tu en es arrivé là? En arrivé là, eh bien, à l'époque où j'étais responsable technique d'une école hôtelière, de la première en tout cas dans laquelle je travaillais, avec les élèves de dernière année, de 7e année en spécialisation traiteur, nous travaillions pendant l'année de manière à avoir, disons, de l'argent de par les activités que les élèves et les professeurs faisaient. Et puis nous organisions un voyage. À l'époque, un voyage, généralement, c'est un voyage en France, qui était en fait un petit peu un tour d'une région pour voir ce qu'elle avait comme richesse gastronomique. Et c'est vrai que la région lyonnaise était évidemment une des plus intéressantes, avec la Bresse tout près, avec la région des Dombes à côté, etc. Je tiens d'ailleurs à saluer tous ceux qui nous écoutent depuis cette région-là. Depuis cette ils région. sont très nombreux. Merci. Et alors, nous étions partis en voiture avec un de mes collègues et des élèves. Et nous avions un budget à dépenser, et nous avions dit, bon, ben, on va quand même au moins essayer de faire un restaurant 3 étoiles. Donc, nous avions réservé un premier jour à Roanne, mais nous étions arrivés à Lyon. Je pense que c'était un dimanche soir, Et puis, on se dit, bon, on n'avait pas prévu, on savait où on logeait, mais on n'avait pas prévu d'établissement pour manger le soir. Et je dis à mon collègue et aux élèves, bon, ben, on va aller manger un petit bout dans un bouchon lyonnais, en tout cas dans le centre du vieux Lyon. Et puis, nous voilà partis dans le centre-ville, à pied. Et bon, on prend un premier établissement et on nous dit, bon, écoutez, non, il est trop tard, nous ne servons plus à cette heure-ci. Bon, et puis on fait ça, 30-40 mètres, on arrive dans un deuxième. Et là, on nous accueille bien gentiment et on nous dit, il n'y a pas de problème. Bon, il était quand même passé 9h30, il faut dire les choses comme elles sont, 9h30 le soir. Pas de problème, vous êtes, je ne sais pas, on devait être 8 peut-être, ou quelque chose comme ça. Pas de problème, vous êtes les bienvenus, venez. Bon, ben, on s'installe et puis on commande, on mange. Et je me rends compte que au-dessus du bar, il y a une photo du patron de l'établissement qui était en salle, avec Paul Bocuse, et d'autres photos avec Paul Bocuse. Et comme on cherchait un autre établissement en plus des Trois Gros pour aller manger, je dis tiens, nous avons l'intention d'aller manger demain chez Trois Gros, mais on peut encore faire un autre établissement 3 étoiles. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Et il nous dit, écoutez, y a pas de problème, je vous conseille Paul Bocuse. Je dis, oui, avoir les photos qui sont là. Et oui, dit-il, le patron, d'autant plus que je suis également maître d'hôtel chez Paul Bocuse lui-même. Ah bon, je dis. Et alors, on se présente un petit peu, on dit qu'on est une école hôtelière, qu'on fait un petit peu le tour de la région pour découvrir des choses intéressantes. Il dit, écoutez, y a pas de problème. Vous êtes certain de venir? Je dis, oui, nous irons, y a pas de problème. Je vous organise un menu, je dirais, clé sur porte. Vous allez goûter les principales choses les plus intéressantes de la carte, mais je vous fais un prix. Monsieur Bocuse sera certainement content de vous recevoir. Et pour toutes les écoles hôtelières et les gens du métier, il est prêt à faire un peu plus que le client, je vais dire, que le client qu'il ne connaît pas. Il aime transmettre comme ça aux jeunes. Donc nous avons eu pour un prix, j'ai oublié le prix évidemment, nous avons eu pour un prix extrêmement intéressant le menu dégustation. Je pense que je suis allé le voir tout à l'heure, ils étaient 260 €, mais je devrais vérifier. Et il a simplement modifié un tout petit peu l'entrée, la fameuse entrée de haricots. Donc au lieu d'avoir, je dirais, une tranche complète de foie gras, on a eu simplement des copeaux de foie gras avec les haricots, mais ça, ce n'était pas très grave. Donc le jour dit, nous sommes arrivés, nous avions une belle table ronde qui nous était destinée.
On a eu le super menu, hein, donc on a eu la salade de haricots verts au copeau de foie gras, on a eu le filet de poisson, je ne sais plus si c'était du bar ou du cendre, mais enfin bon, ça change sans doute selon les saisons, en écailles de pommes de terre, on a eu le sorbet de granité au vin du Beaujolais. Après ça, c'était la fameuse poularde de Bresse en vessie, qui est vraiment un monument de la cuisine lyonnaise. Et puis après, il y avait le chariot de dessert à volonté. Et alors, pendant le repas, Paul Bocuse s'arrange pour venir aux tables, hein, à toutes les tables évidemment. Et puis, comme il était vraiment déjà à l'époque une vedette, il se plaçait entre les convives. Et puis, tout le monde faisait des photos. Bon, à l'époque, il n'y avait pas encore des smartphones et toutes ces choses-là, mais en tout cas, les appareils photo existaient. Donc, Paul Bocuse se mettait entre les personnes et se prêtait volontiers à la photo. Il était vraiment extrêmement convivial, extrêmement proche. J'avais un petit peu peur avant d'y aller, parce que je l'avais vu à la télévision, de trouver quelqu'un d'un peu froid, d'un peu distant, Hautain? alors qu'en réalité, c'était quelqu'un d'une simplicité et d'une affabilité extraordinaire. Il n'hésitait pas à rester à table, et j'ai vu malheureusement lors du même voyage un autre chef dont je tairai le nom, mais qui lui ne se tracassait pas pour voir si les clients étaient contents. Mais enfin, revenons à Paul Bocuse, puisque c'est lui dont on parle. Est-ce qu'il est aussi souriant en vrai que ce qu'on voyait à la télé? Paul Bocuse était même, je dirais, encore plus souriant en vrai que les photos ou ses apparitions à la télévision. Il était vraiment extrêmement convivial. Bien sûr. Tu te sens bienvenu, du coup? Ah oui, on se sent bienvenu, mais je dirais qu'en plus, on pourrait dire, bon, évidemment, il faisait ça parce qu'il était commerçant mais il savait bien qu'on n'y allait qu'une fois et qu'il serait sûrement long avant d'y retourner. Donc, pour lui, je pense qu'il traitait, et je l'ai vu pour les autres tables, il traitait ses clients exactement de la même manière, avec autant de gentillesse et d'amabilité. Et ça, comme on dit, mon collègue et moi, on n'en revenait pas tellement il était sympathique. Mais attention, ça ne s'est pas arrêté là. Bon, le repas arrivait à sa fin, et bon, quand on allait comme ça dans un restaurant, bon, les cuisiniers font souvent ça, on demande si on ne peut pas avoir une carte dédicacée, hein, c'est un souvenir. Et surtout nous, en tant que professionnels, on aime bien parfois collectionner ce genre de choses. Donc, je demande au maître d'hôtel qui nous avait si gentiment accueillis, je lui demande, je dis, écoutez, est-ce qu'il serait possible d'avoir une carte dédicacée de Monsieur Bocuse? Oh, qui dit, c'est vraiment dommage, mais il est reparti. Bon, il était quand même certainement 10h ou 11h du soir, je ne sais plus, à mon avis 11h du soir. Et alors il nous dit, est-ce que vous pourriez repasser éventuellement? Je dis, écoutez, on va voir un petit peu notre programme, mais on peut éventuellement repasser. Est-ce que demain vous irez? Je dis, écoutez, demain on allait manger en fait dans un autre établissement extrêmement réputé, mais qui est beaucoup plus au nord. Et il dit, bon, écoutez, est-ce que pour 18h vous pourriez venir? Je dis, on peut s'arranger, on y arrivera. Alors, nous pensions évidemment arriver à 18h et qu'on nous donne tout simplement une carte dédicacée et puis au revoir et merci. Et alors, nous sommes présentés donc au restaurant. Le maître d'hôtel était de nouveau là pour nous accueillir et il dit, bon, écoutez, non, je vais appeler Monsieur Bocuse. Je dis, mais écoutez, il ne faut surtout pas déranger Monsieur Bocuse qui a d'autres choses à faire. Non, et qui dit, aucun problème. Quand il a su que c'était pour vous la carte, il a dit que je vous fasse entrer. Bon, donc nous sommes entrés. Tu étais avec tes élèves, là? Non, là, nous étions qu'à nous deux, mon collègue et moi. Donc, nous sommes entrés, et puis là-bas, donc, dans l'établissement, il y a un tout grand escalier, et alors il a donné un petit coup de fil, ou je ne sais plus si Paul Bocuse descendait. Donc, Paul Bocuse descendait magistralement son grand escalier en nouant son tablier. Ah, voilà les deux professeurs de l'école hôtelière qui viennent pour avoir une carte dédicacée. Écoutez, si vous voulez, nous pouvons faire des photos. Je dis, ce serait un très beau souvenir pour nous, merci beaucoup. Donc, nous voilà sortis de l'établissement, et il dit, on va se mettre là, parce qu'évidemment, il connaissait à la perfection, et je dirais même au centimètre près sa maison, hein. Donc, il avait des murs qui étaient décorés, qui étaient peints un peu comme des trompe-l'œil, et il dit, voilà, on va se mettre là. Et puis, je n'étais pas avancé suffisamment. Non, il faut encore avancer de 15 centimètres. Et là, c'est parfait parce qu'il savait que, en se mettant à cet endroit-là, il y avait à la fois l'entrée de son restaurant, il y avait sa publicité, il y avait, je dirais, le bon cadrage, tout était bien fait. Donc, on a fait comme ça 5-6 photos. Et puis, nous sommes entrés. Alors, moi, je disais, bon, écoutez, on va vous laisser. Merci pour la carte. Oui, mais écoutez, vous avez encore bien le temps un petit peu. On dit, écoutez, oui. Donc, il nous a fait asseoir dans une salle, dans une table, dans une de ces salles.
Et alors, il a dit à son personnel, ben écoutez, d'amener du champagne. Et alors, je sais que le membre du personnel a dit une coupe, Monsieur Bocuse. Et il a dit non, qu'il a dit. Mais vraiment en réprimandant. Hein. Non, pas du tout. Une bouteille qu'il a dit. Donc, évidemment, le maître d'hôtel est arrivé avec une bouteille. Et puis, il nous a posé des questions. Autant dire quand même que malgré tout, on était intimidés. Hein. Il faut reconnaître que bon. Donc, vous avez été en audience privée auprès du nous étions en pape de la audience gastronomie. privée. Voilà, À l'époque, exact. il était déjà considéré comme le pape de la gastronomie? Bien sûr, tout à fait. C'était déjà le cas. Et alors bon, nous avons parlé pendant 1 heure. Nous Donc, avons tout parlé ça, pendant c'était 1 sans heure avec rendez-vous. lui. Sans Donc, rendez-vous. vous êtes arrivé comme un cheveu dans la Non, soupe? disons qu'on savait qu'on allait arriver puisque le maître d'hôtel l'avait manigancé le rendez-vous, mais je dirais, c'était au pied levé malgré tout, hein. Voilà, il vous avait pas prévenu d'avance. Voilà. Donc, nous avons pu discuter avec lui pendant 1 heure. Bon, il nous a demandé ce qu'on faisait, ce qu'on allait faire. Et alors, nous lui disons, ben écoutez, aujourd'hui soir, nous avons prévu d'aller manger donc dans un autre établissement qui avait 3 étoiles d'ailleurs. Et qu'il connaissait. Mais vous risquez d'être en retard, qui dit, parce que bon, il y a encore autant de kilomètres. Ben oui, c'est vrai que il fallait encore faire le chemin jusque-là. Alors, il a tout de suite donné des ordres à son maître d'hôtel en disant, écoutez, vous voulez bien téléphoner à tel endroit pour dire que les messieurs qui ont réservé là seront un peu en retard parce qu'ils sont encore chez moi et que c'est moi qui les retiens. Donc, le maître d'hôtel a téléphoné en s'excusant que les 2 clients qui allaient arriver sous tel nom étaient retenus chez Paul Bocuse pour prendre l'apéritif. Et nous étions attendus, donc là où nous sommes allés, plus loin, donc, et on savait qu'on serait en retard. Quand nous sommes arrivés, on nous a dit oui, on nous a téléphoné de chez Monsieur Bocuse, que vous étiez occupé avec lui pour l'apéritif et que vous arriveriez un peu en retard, voilà. Et du coup, tu as été bien traité là aussi? On a été très bien traités, mais c'était différent. Il n'y avait pas là-bas, je dirais, la chaleur, la même chaleur, on va dire, voilà. C'était différent. Et dis-moi, tu te souviens de la marque du champagne qui t'a servi? La marque, en fait, c'était le champagne de la maison, parce que Paul Bocuse avait toute une série de vins qui étaient griffés à son nom. Donc, c'était du vin du patron, quoi. Mais enfin, bon, le vin du patron, c'est quand même du champagne. C'était pas la piquette du coin non plus, hein. Bon, c'était le champagne de la maison. Dans un restaurant 3 étoiles, moi, je le prends, le vin du patron. Ah oui, tout à fait. Je ne dis pas non. On va pas se tracasser. Il était très bon, d'ailleurs. Et donc, comme ça, tu as eu ton menu dédicacé, ta carte dédicacée. Et j'ai mon menu dédicacé, que je dois encore avoir quelque part. Mais tu me l'as montré un jour. Je ne l'ai évidemment pas jeté. Je te l'ai montré, je ne sais plus. Oui, tu me l'as montré. Oui. Il me semblait même que tu avais plusieurs exemplaires. J'en avais plusieurs exemplaires, oui. Tu gardais précieusement comme que tu avais l'air d'y tenir comme la pupille de tes yeux. Ah, bien sûr. Magnifique, effectivement. Et c'est vrai que je me souviens que c'est une très jolie pièce. Et c'est parce que la distance est un petit peu grande, mais je m'étais dit que je retournerais chez Paul Bocuse justement. J'aurais espéré retourner de son vivant, malheureusement ce n'est pas le cas. Et il se fait qu'en principe l'année prochaine je pars en vacances dans ce coin-là de toute façon, en famille. Donc il se pourrait bien que j'aille quand même chez Paul Bocuse, en tout cas à son restaurant l'année prochaine. Pendant les grandes vacances. Mais je trouve ça quand même admirable de sa part, sachant la notoriété qu'il avait, de réaliser à quel point il était capable d'influencer les gens et d'inspirer les gens. Donc, s'il avait une école hôtelière qui arrivait, il les traitait toujours comme des princes, juste pour les inspirer. Parce que quand tu es sorti de là, tu te sentais comment? Le premier ou le deuxième jour? Les deux. Le premier jour. Mais je dirais que le premier jour, j'étais sur un petit nuage parce que tout ce que j'avais mangé, c'était des plats de référence. Il faut dire que quand il avait sorti son livre La cuisine du marché en 1976, j'étais tout jeune évidemment, vous vous en doutez. C'est un des premiers grands livres de cuisine que j'ai acheté. C'était ce livre-là. C'était à Bruxelles et je me rappelle être allé au restaurant ce jour-là à midi. J'avais acheté le livre le matin. Je suis allé au restaurant le midi. Et pour toi qui connais un peu Bruxelles, c'était à l'Auberge des Chapeliers, tout près de la Grand Place. Oui. Et tout en mangeant mon plat de moule, j'ai commencé à feuilleter le livre en question. Et je trouvais ça extraordinaire. D'abord, c'est un très beau livre. Il y avait énormément de recettes. Les photos sont superbes. Quasiment pour chaque recette, il y a la photo du plat terminé. Non pas étape par étape, mais du plat terminé. Et je trouvais que les recettes étaient super. Bon, il y avait entre autres, par exemple, la soupe aux moules et à l'orange.
C'était une recette de Paul Bocuse. Alors évidemment, ça c'est une recette qui fait plutôt un petit peu déjà penser à la nouvelle cuisine, parce que ce n'est pas vraiment dans la cuisine classique qu'on va trouver ce genre de recette. Il y avait d'autres recettes qui sont les grands classiques, évidemment que la ménagère ne peut pas faire facilement, parce que quand on vous parle d'une poularde de Bresse en vessie, vous avez beau avoir le détail de la recette, si vous n'avez pas la technique pour pouvoir la réaliser, ce n'est quasiment pas possible, hein. Il y avait donc d'autres choses comme le gâteau Bernachon, qui est un gâteau au chocolat. Forcément, la ménagère peut réaliser quelque chose qui ressemble, mais au niveau de la finition et du décor, ce n'est pas possible. Mais peu importe. C'est un livre qui s'adressait aussi bien aux professionnels qu'à la personne, disons, avertie, hein. Mais les recettes étaient très belles, étaient très bonnes, étaient extraordinaires. Et c'est un de mes premiers livres de chevet. Qu'est-ce que je l'ai lu, qu'est-ce que je l'ai relu, Tu l'as ce encore? livre-là. Et je l'ai encore, évidemment. C'était l'édition originale, parce que ce livre-là a été réédité à de nombreuses reprises, hein. Mais ça, c'était l'édition de Et en 1976. quoi c'est le fait d'avoir lu ce livre a influencé ta première visite? Mais c'est-à-dire que j'avais déjà repéré toute une série de plats qui étaient finalement des plats emblématiques, hein. Donc la fameuse poularde de Bresse en vessie, qui est un de ses plats favoris. Je l'avais déjà vu dans le livre, donc j'étais évidemment très content. Et alors le poisson en écaille de pommes de terre, même chose. C'était des plats que j'avais déjà, disons, vus, en tout cas en théorie, dont j'avais vu les photos. Donc on se fait un petit peu une idée de la manière dont ils sont conçus, dont ils sont créés, dont ils sont réalisés, mais aussi du goût dont ils vont faire preuve. Et je n'ai pas été déçu, évidemment, hein. Donc, en sortant avec les élèves, on a dit, bon, écoutez, dites-vous bien que vous venez de vivre un moment exceptionnel, parce que vous ne reviendrez plus tous les jours, et vous avez eu l'occasion de parler et de faire des photos avec quelqu'un qui est quand même une sommité dans le monde de la gastronomie. Et puis alors, bon, le deuxième jour, on était tellement, je dirais, heureux, mon collègue et moi, comment dirais-je, moi, d'avoir eu un moment privilégié, en fait, hein. Oui. Parce que il aurait très bien pu nous dire, enfin ne pas nous voir déjà, dire bon ben voilà son maître d'hôtel, tenez voilà les 2 cartes signées, donnez-les à ces messieurs quand ils arriveront, et puis c'était tout. Et vous aurez été très content. Nous aurions déjà été très contents, on n'en demandait pas plus d'ailleurs, hein, on n'en Ouais. demandait pas plus. Maintenant qu'ils viennent et qu'ils disent bon on va faire quelques photos et puis bonne fin de soirée, on était déjà très contents aussi. Et puis qu'ils nous disent écoutez, est-ce que vous avez le temps qu'on prenne un verre avant que vous ne partiez? C'est encore mieux évidemment, mais c'était pas un verre expédié, je dirais, debout sur le coin d'un bar, c'était réellement un verre assis à table avec lui pendant 1 heure. Et pas n'importe Donc quoi. et c'était pas n'importe quoi, c'était pas un verre de limonade ou un verre de Et vin vous avez blanc. été dérangé pendant cette heure-là? Ah, personne n'est venu nous interrompre, juste le maître d'hôtel qui effectuait le service, mais personne n'est venu nous interrompre pour quoi que ce soit, non, absolument pas. Vous avez dû vous sentir comme des princes. Mais je dirais qu'il y avait un autre sentiment qui prédominait, c'était plutôt, comment dirais-je, je cherche le mot, hein, parce que c'était pas évident à trouver, de l'humilité de notre part. On était petits, hein, on était petits par rapport à lui, vous savez, c'est un petit peu comme les gens qui rencontrent le pape, hein, on ne l'appelait pas le pape de la gastronomie pour rien. Vous savez, quand vous avez une audience papale, je dirais, particulière, En tête à tête? vous êtes quand même, vous vous sentez petit quand vous êtes chrétien. Ceux qui rencontreraient, je ne sais pas moi, Madonna ou Elvis Presley ou je ne sais qui, auraient le même sentiment. C'est à la fois un sentiment de plaisir, de contentement, mais aussi on est un petit peu désemparé. D'abord parce qu'on ne s'y attendait pas aussi. Et est-ce que tu pensais qu'il y avait comme ça cette espèce de fraternité entre chefs, entre... D'affabilité, non. Ça, je dois dire que c'est ça qui m'a surpris surtout chez lui, en fait. C'est que je ne pensais pas qu'il était simple à ce point, mais simple dans le bon sens du terme. Qu'il était capable de se mettre, je dirais, à disposition des autres. Ça, je ne l'imaginais absolument pas. Je ne le voyais d'ailleurs pas comme ça parce que je pensais que, étant tellement sollicité par les médias, par les radios, par les plateaux de télévision, par tout ce qu'on veut, je me disais, ce bonhomme-là ne prendra jamais 5 minutes de plus qu'il ne faut pour des gens qu'il ne connaît pas et qui finalement ne sont pas très importants pour lui, hein. Nous n'étions pas la presse, nous pourquoi est-ce n'étions qu'il pas. l'a fait alors? Parce que je pense que c'était dans sa personnalité profonde. Il avait beaucoup d'attention pour les écoles hôtelières, pour les élèves qui apprenaient le métier, pour les apprentis, pour les apprenants en général de la cuisine. Et pour La les cuisine était professeurs? oui aussi, Oui. mais la cuisine était pour lui toute sa raison d'être, hein, malgré tout.
C'était sa vie, c'est le sens de sa vie. Donc pour lui, c'était une façon C'était une d'évangéliser la façon bonne de cuisine. transmettre malgré tout, hein. C'était une façon de parler avec les gens, s'intéresser à eux, voir ce qu'ils font pour transmettre le métier. C'était pour lui, je dirais, quelque chose de positif, donc il le faisait. Ouais, non, mais c'est une anecdote très, très, très intéressante. Alors, tu te souviens de quoi vous avez parlé? Ben, disons qu'on a quand même parlé plutôt de banalités. Quand je dis des banalités, entendons-nous. Il nous a demandé comment l'enseignement était organisé, quels étaient les élèves qu'il avait vus la veille. Bon, dans le sens quel était le type d'études qu'il faisait. On lui expliquait les différences qu'il y avait globalement entre l'apprentissage en Belgique et en France. Sous le fait qu'en Belgique, l'apprentissage est généralement bifide, hein, donc il y a tout à la fois la salle et la cuisine, alors qu'en France, très rapidement, on choisit l'un ou on choisit l'autre. On lui a expliqué un petit peu comment l'école était conçue. On lui a dit aussi ce qu'on avait fait ces jours-là et ce qu'on visitait. Hein, donc on lui a expliqué où nous allions, où nous avions été, ce qu'on allait voir. Et nous avions eu effectivement lors de ce voyage un programme qui avait été très bien ficelé. C'était vraiment un programme super intéressant. Et tous les jours, les 4 ou 5 jours, ou 6 jours, 5 jours, je pense, qu'on avait passé dans la région, avaient tous été des jours extrêmement bien remplis avec des visites intéressantes. Dis-moi, tu penses qu'on va pouvoir qu'on arrivera un jour à comparer Bocuse avec Escoffier? Je ne pense pas, et je vais dire pourquoi. Parce que ce sont deux personnages différents. En réalité, Escoffier a codifié la cuisine, ce qui est tout à fait différent. Escoffier est à la base de la deuxième codification de la cuisine classique. Parce qu'il y avait déjà eu, en fait, la cuisine, ce qu'on appelle actuellement la cuisine classique française, donc celle d'Escoffier, était déjà une nouvelle cuisine par rapport à l'antérieure, hein, et qui elle-même est encore elle-même une nouvelle cuisine par rapport à la précédente. Si on remonte, sans aller trop loin au Moyen-Âge, j'en ai déjà parlé, on avait toute Oui, une série. avec la duxelle de champignons. Oui, mais on avait justement donc toute une série de recettes qui étaient des recettes qui étaient extrêmement épicées, avec des épices, je dirais, qui venaient déjà à l'époque quasiment du monde entier, sauf de l'Amérique évidemment, mais on avait des cuisines qui étaient épicées, qui étaient à la fois adoucies avec du miel, puisque le sucre était très rare, qui étaient très épaisses parce qu'on liait les sauces avec du pain. Et puis, en arrivant sur la Renaissance, comme ça, on a eu toute l'influence italienne qui est arrivée avec des mecs qui ont été allégés, des liaisons qui ont été faites plutôt à la farine plutôt qu'au pain. Et puis, cette cuisine-là était elle-même, je dirais, modernisée une première fois. Et puis, à la troisième modernisation de la cuisine, c'était Escoffier, justement, hein, qui a codifié les recettes de ce moment-là. Et Escoffier, c'est ce qu'on appelle la Bible, hein, donc c'est la Bible de la cuisine classique. La manière dont on lit les sauces, la manière dont les sauces se dérivent les unes des autres, hein, depuis les fonds, les sauces mères, et puis les sauces particulières, les sauces brunes, les sauces blanches, les veloutés, enfin bon, tout ça a été codifié par Escoffier. Et puis la nouvelle cuisine, mais là c'est un peu tout le monde. La nouvelle cuisine s'est faite naturellement, c'est-à-dire qu'elle a, je dirais, raffiné cette cuisine classique. Et puis alors elle s'est envolée carrément. Avec des recettes qui n'avaient plus rien à voir avec la cuisine classique, évidemment. Hein. Ça n'empêche qu'il a quand même une influence énorme dans le monde de la cuisine et de la gastronomie. Bon, Bocuse, il a plutôt une influence, je ne dirais pas tellement au niveau de la cuisine elle-même, dans le sens gastronomique du terme, mais au niveau de la cuisine dans le sens médiatique du terme. Donc Paul Bocuse a parlé de la cuisine, mieux et plus que n'importe quel autre chef, je pense. En organisant les concours, en apparaissant sur les plateaux de radio et de TV, mais il n'a pas véritablement révolutionné la cuisine. Il a simplement, et le mot simplement, bon, n'est pas péjoratif, hein, mais il a simplement, je dirais, transposé la cuisine avec des recettes généralement régionales. Il a transposé cette cuisine dans un monde de perfection. Il l'a sublimée, mais sans la transformer. Il n'a fait que la transposer. Bon, quand on va manger chez Paul Bocuse la poularde de Bresse en vessie, ben, elle est faite à la perfection, mais telle qu'on doit la faire. Il ne va pas décorer la poularde de Bresse avec des fleurs de mimosa ou des pensées ou des fraises des bois. La poularde de Bresse reste la poularde de Bresse. C'est une véritable poularde élevée en Bresse, qui est cuisinée, qui est cuite en vessie comme la tradition le prévoit, mais il ne va pas changer ni transformer la recette.
Hein, Non. il ne va pas, disons, la galvauder et il ne va pas non plus la moderniser. Elle reste classique. Son poisson en écaille de pommes de terre, c'est la même chose. Bon, lorsqu'il fait un granité au vin du Beaujolais, ben, ça reste un granité qui est fait avec le vin, avec un sirop de sucre, avec éventuellement des épices un peu façon vin cuit. Mais le principe reste celui-là. Il ne va pas l'ajouter du sirop de violette ou bien, que Ouais. sais-je, moi, toute une série de choses. Ça reste un granité au vin rouge, point. Bon, Mais il est parfait. il a inspiré beaucoup de chefs. Il a inspiré beaucoup de jeunes qui ont voulu devenir chefs. Ben, je suis certain que beaucoup de personnes, de gens qui sont passés chez lui, sont devenus par la suite de très grands cuisiniers, que ce soit régionaux ou bien que ce soit au niveau de la France elle-même. Un autre point que je voudrais souligner au niveau de la cuisine de Paul Bocuse, c'est qu'il n'a jamais donc justement voulu innover énormément. Par contre, il est toujours resté extrêmement attaché à son terroir, à ses racines, à ses produits. Alors, quand on dit la cuisine du marché, évidemment, hein, on imagine un petit peu le cuisinier, on voit ça de temps en temps à la télévision, le cuisinier qui prend son petit panier, qui va au marché, je dirais, de la ville, hein, et qui passe d'abord chez le marchand de légumes et qui choisit une salade, qui choisit une courgette, qui choisit 2 tomates, qui choisit que sais-je, moi, une botte de radis, et puis on le voit qui passe chez le boucher, où il choisit un gigot d'agneau, hein, et puis après il va chez la fromagère, et bon. Ce serait une erreur de croire cela. Quand on dit la cuisine du marché, en fait, hein, Paul Bocuse a voulu dire qu'il faisait une cuisine avec les produits du marché. Les Ça ne produits veut pas locaux. dire qu'il les produits du marché, c'est-à-dire les produits qu'on trouve à la saison où ils sont cuisinés. Ah, Ça ne veut pas dire qu'il allait faire le marché lui-même. Et ça, parfois, les gens ne comprennent pas toujours ça, parce qu'évidemment, quand on voit un reportage de télévision, on voit le chef qui se balade dans le marché. Ben, bah, autant vous c'est dire pour que la quand vous télé, ça. ben voilà, quand vous faites, je ne sais pas moi, 50, 60 couverts le midi, que vous en faites 100 le soir, vous n'allez pas faire les courses avec votre petit panier pour choisir la salade ou la botte de radis, hein. Vous vous faites livrer évidemment les produits par vos fournisseurs attitrés. Et puis bon, bien sûr, Mais c'était quand une on vient cuisine filmer pour la saisonnière. télévision, ce sont les mêmes, hein. Donc c'était de la cuisine saisonnière. Mais Voilà. en plus, puis c'était de la cuisine locale. Ben, la Poularde de Bresse, c'est je dirais, à un jet de cailloux de chez lui. Les cuisses de grenouille, c'est tout près. Dans la Dombe, là, il y a toute une série, à peu près 1 millier d'étangs. Et ce sont des étangs où il y a des poissons d'eau douce, évidemment, il y a du brochet, il y a de la carpe. Voilà, il y a aussi pas trop loin les poissons du lac Léman. Il y a le Rhône, évidemment, mais enfin, il y a des poissons du lac Léman, donc tous les poissons des lacs d'altitude. Alors, vous avez le riz de veau, vous avez, bien sûr, le charolais qui n'est pas loin. Et alors, c'était aussi un tout grand adepte des vins du Beaujolais, hein. Paul Bocuse était vraiment le meilleur, je dirais, le meilleur représentant, je dirais, pour les vins du Beaujolais dans le monde entier. Et c'est pas pour rien à une Mais époque, ce n'est plus le cas on parle des maintenant. grands crus du Beaujolais, pas le On Beaujolais parle de tous nouveau. les Beaujolais parce qu'il adorait le Beaujolais nouveau aussi, hein. Ah ouais? Oui, oui, tout à fait. Ce n'est pas pour rien que Paul Bocuse était, je dirais, très connu et très apprécié dans le Beaujolais. Pourquoi? Parce que finalement, il était donc grand ami avec Georges Duboeuf, qui était un négociant, enfin qui est toujours un négociant dans le Beaujolais. Il était également un grand fervent d'une fromagerie qui s'appelle la Mère Richard et qui se trouve aux Halles à Lyon, qui entre-temps, tiens, entre parenthèses, les Halles de Lyon étaient appelées les Halles de Lyon Paul Bocuse, hein. Donc il y a eu toute une série de choses comme ça qui prouvent son côté méritant, hein. Le pont qui traverse la Saône, qui est tout près de chez lui, a été également baptisé le pont Paul Bocuse, attention, hein. Donc Paul Bocuse avait comme ça toute une série de fournisseurs attitrés qui étaient des fournisseurs régionaux. Vous n'alliez pas chez Paul Bocuse, par exemple, pour aller manger du Stilton ou bien du Shropshire ou bien du Gorgonzola, hein. Paul Bocuse, son plateau de fromage, c'était des fromages du coin, hein. C'était des fromages français de toute façon, mais si possible régionaux. Et sa volaille, il n'allait pas aller, je ne sais pas moi, acheter du coucou de Malines ou bien des endives de Bruxelles. Non, c'était des produits locaux, hein. Et ça, c'était sa cuisine du marché, Voilà, évidemment. c'était un altermondialisme, mais d'un autre côté, il réduisait son empreinte carbonique. Ah, ça c'est clair, hein. Bon, il y a moins loin, évidemment. Bon, je ne dis pas qu'il n'achetait pas non plus de temps en temps des bananes des Antilles ou bien de l'ananas de Côte d'Ivoire, mais enfin, en principe, il travaillait essentiellement les produits régionaux et les produits de saison. Oui. Mais alors, il a aussi beaucoup
comment dire, il a été l'ambassadeur. Il a beaucoup œuvré à être l'ambassadeur de la gastronomie dans des pays où la gastronomie n'était pas une tradition et a tout doucement commencé à infuser dans les traditions locales. Donc, je le vois en Angleterre. La première fois que je suis venu dans ce pays, c'était il y a littéralement 25 ans. Et à l'époque, on disait pour bien manger, il faut aller dans un restaurant indien parce que les Anglais ne savent pas faire manger. Effectivement, c'était pas un pays dans lequel on venait pour bien manger. Alors que maintenant, déjà, les chefs étoilés sont superstars, ils passent à la télé, ils ont leurs propres émissions, ils sont même passés en Amérique faire leurs émissions là-bas. Donc, ils ont de plus en plus, sur cette influence-là, ils ont relevé le niveau de leur cuisine. Et de plus en plus, en tout cas, je le vois à Londres, peut-être pas un peu moins en province, là où j'habite, mais en tout cas à Londres, de plus en plus d'Anglais commencent à apprécier le fait d'aller au restaurant. Avant, on allait au restaurant, on restait une demi-heure. Littéralement, pas plus d'une heure à table, on mange, on part. On allait au restaurant pour se nourrir. Alors que maintenant, ils ont commencé à découvrir qu'il y a moyen d'éprouver du plaisir dans le menu 3 services, 4 services, 5 services, Oui, des tout à plats fait. bien préparés. Et ça, c'est quelque chose que les Français ne réalisent pas parce que pour eux, ils ont toujours connu ça. Mais Ils ont les grandi Français là-dedans. ils ne le réalisent pas tout en étant quand même conscients de la chose, hein, parce que il a quand même il y a 1 an maintenant, le menu traditionnel français est passé, je dirais, à l'UNESCO, a été accepté comme étant un témoignage immatériel de l'humanité, hein. Donc le menu traditionnel Patrimoine, à la oui. française. Oui. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que le menu traditionnel à la française, il a d'abord un rite et un rythme. On commence généralement par un apéritif. Ensuite, on a, si je veux, disons, le développer un petit peu, on a une entrée froide. On peut avoir un potage, mais ce n'est plus très souvent le cas. On a une entrée chaude. On a parfois un entremets. On a un plat. On a un fromage sous forme d'un plateau, d'un assortiment. Et on a un dessert. Alors, on peut évidemment réduire ce menu-là à 4 services. À ce moment-là, on a une entrée, on a un plat, on a un fromage et un dessert. Mais c'est une structure de menu qu'on rencontre très peu dans d'autres pays. Je vais prendre le cas de la Belgique, évidemment, qui est très influencée par la cuisine française. Mais d'un point de vue familial, le dimanche, on avait une entrée, on avait un plat et on avait un dessert. On avait rarement en Belgique, jusqu'il y a 25 ans, on avait rarement un plateau de fromage. C'était uniquement pour les toutes grandes occasions. En France, un repas sans fromage est quasiment inconcevable. Oui, en effet. De même que prendre un apéritif, je dirais, c'est une tradition qui est arrivée aussi plus tard chez nous. L'apéritif commençait, est en train oui, d'apparaître ici en Angleterre. oui, on commençait le repas du dimanche anciennement, avec l'entrée ou un potage. En Belgique, le potage a toujours été extrêmement populaire. Et puis on servait éventuellement, mais maintenant c'est quasiment automatique, mais on servait éventuellement du vin à table le dimanche. Mais en semaine, on n'accompagnait pas les repas avec du vin en Belgique traditionnellement. On buvait de la bière évidemment, hein, ou on buvait de l'eau. Mais maintenant, je dirais quasiment tout repas un petit peu festif, on va recevoir des amis, je dirais le soir chez soi, on ouvre une bouteille de vin. Il y a 40 ans, on n'ouvrait pas une bouteille de vin, c'était exceptionnel. Donc le repas dit à la française a vraiment, je dirais, percolé à la fois déjà, disons, autour de la France et puis dans le monde entier. C'est pas pour rien non plus que j'ai regardé le pays qui compte le plus d'étoiles au monde, c'est le Japon, hein. Et je parle d'étoiles du guide Michelin. Alors évidemment, ce ne sont pas tous des restaurants de cuisine française, on est bien d'accord. Mais il y a quand même pas mal de grands chefs qui ont ouvert des établissements de cuisine française à Tokyo, à Yokohama, à Osaka. Et les Japonais, évidemment, sont friands de cuisine à l'européenne, bien entendu. Non, je suis en train de lire, apparemment, les clients du restaurant qui sont venus manger aujourd'hui pour le service de midi, le personnel le savait, les clients ne le savaient pas encore, et ils n'ont rien dit, ils ont fait comme si de rien n'était. Je pense qu'il est décédé à 9 heures du matin, mais je n'en sais pas Voilà. plus. Donc le personnel n'a rien laissé paraître, et c'est vers 14 heures que l'information a fusé. Et donc le personnel a fait preuve de beaucoup de retenue, alors que les gens qui étaient là... En fait, les gens commençaient à demander, mais il est où? Et en tout cas, on en a déjà parlé au journal de 13 heures sur les chaînes belges, hein. Donc l'information était certainement connue à ce moment-là, mais bon, c'est vrai que c'est pas très agréable quand on est client et qu'on ne le sait pas, qu'on vous dise, je veux dire, aller à l'apéritif, tiens, Monsieur Bocuse est mort, alors que vous allez au restaurant du
du cuisinier en question, En évidemment. tout cas, un mot qui revient très souvent et en tout cas qui revient dans cet article que je suis en train de lire là, c'est très grand professionnalisme. Ah, extraordinaire, extraordinaire. Alors, en tant que professionnel des écoles hôtelières, c'est un exemple à suivre? Ah, certainement. Certainement, parce que déjà, sa longévité, hein, quand je dis sa longévité, bien sûr, Pourtant, il s'est entouré. il cuisinait au beurre et le beurre, il paraît que c'est pas bon. Bah, le beurre, c'est pas bon, la crème, c'est pas bon. Je dirais les riz de veau, ça donne de la goutte aux pieds. Le vin de Bourgogne, ça donne également la goutte. Voilà, on peut dire que plein de choses ne sont pas bonnes, mais bon, elles ne sont pas bonnes si elles sont mal cuisinées, si elles sont mauvaises à l'origine et si on en mange trop. On a quand même reconnu que le beurre, après l'avoir assassiné pendant des dizaines d'années, on a quand même reconnu que le beurre était nettement meilleur pour la santé à condition de ne pas en manger des tonnes que certaines margarines, hein. Oui, Euh, oui. vous prenez des margarines dans lesquelles il y a de l'huile de palme Hydrogéné. hydrogénée. Je pense qu'elle est beaucoup plus néfaste pour vos artères que du vrai et du bon beurre, hein. Bon, mais en tout cas, je souhaite à tous les cuisiniers de sa longévité parce que je regarde mon père qui était cuisinier, lui, il a quand même, il nous a quittés quasiment 25 ans plus jeune que ça, quoi. Mais il avait eu un problème comment dirais-je, un problème de surpoids à un moment donné, Paul Bocuse. Bon, c'était certainement une bonne fourchette, hein. Et alors, on lui a dit, mais enfin, monsieur Bocuse, on avait quand même vu à un moment donné qu'il avait maigri fortement, donc il avait fait attention. Et on lui avait dit, mais monsieur Bocuse, qu'est-ce que vous avez fait, vous qui êtes dans la cuisine, là, hein, qui êtes toujours en train de déguster toutes sortes de bonnes choses, comment vous avez fait pour perdre du poids? Vous avez fait un régime? Il dit non, qu'il dit. J'ai pas vraiment fait un régime, mais j'ai fait attention. Mon médecin m'a dit, voilà, tu peux manger de tout. La seule chose, c'est que tu ne te resserres pas. Donc finalement, lorsqu'il mangeait, d'après ce qu'il a raconté, ben, il prenait une portion, hein, une portion de peut-être une entrée, puis un plat, puis un dessert, mais il n'en prenait pas une deuxième, alors qu'avant, il en prenait une deuxième. Ah, mais quand c'est Il bon, devait ça, t'as rester. envie, hein. Voilà, t'as envie hein, quand c'est bon, effectivement, hein. Mais il a dit non, je ne me servais qu'une seule fois, je ne me servais pas une seconde fois, et c'est ce qui m'a fait maigrir. Bon, ben Oui, tant mieux si ça a marché pour lui, évidemment. oui, parce que effectivement, moi je me dis, les membres de sa famille ou ses proches, quand ils mangent chez lui, ils mangent du Paul Bocuse. Ça peut pas être mauvais. Je veux dire, tu le verras jamais dans un fast-food en train de manger de la mauvaise Non, nourriture. maintenant, bon, ça dépend ce qu'on mange. Je vais prendre un exemple. La fameuse salade de haricots verts, avec un peu de foie gras. Si vous ne prenez ça qu'en plat avec un petit morceau de pain, hein, et que vous vous contentez de ça le midi, bah c'est quand même pas, même s'il y a du foie gras, même s'il y a un petit peu d'huile, de type huile d'olive, ce n'est quand même pas très très bourratif. Et ce n'est pas non plus quelque chose qui vous amène 2000 calories sur le même repas. Vous allez les manger dans un restaurant de type fast-food, hein. On en connaît tous l'expérience. Vous allez prendre le gros hamburger. Généralement, on en prend un deuxième parce qu'on a encore faim. Les frites, on prend le grand paquet. Après, on prend une boisson pétillante de couleur Sucré. brunâtre, très sucrée. Et puis après, on se paye encore une grande glace ou un milkshake. Faites le total des calories que vous avez à l'occasion de ce repas-là, sans compter la mayonnaise avec les frites. Ben vous êtes largement au-dessus des 1200, 1300, 1400 calories. Et vous n'avez pris qu'un seul repas. Alors, si avec ça, vous avez pris le matin, je dirais 400-500 calories au petit déjeuner et que vous en reprenez encore 1200-1300 le soir au repas du soir, ben vous dépassez largement vos 3000 calories pour la journée et vous êtes en surpoids à la fin du mois, évidemment, hein. Maintenant, soyons de bon ton. Le jour où on va chez Paul Bocuse, Marc, j'espère que nous irons peut-être un jour ensemble, on ne sait jamais, hein. Si on va chez Paul Bocuse, on va pas pour manger uniquement la salade de haricots verts, hein. On prend le repas, on prend le menu gastronomique. On ne se contente pas évidemment de ne prendre qu'un menu, un service ou deux services, hein. Je dirais oui, mais malheureusement, notre budget ne le permet pas à l'heure actuelle. Ah, ça c'est autre chose. Donc, j'en appelle à la générosité des auditeurs. S'ils Ah, veulent, bon, voilà. s'ils veulent nous offrir cette expérience avec un grand plaisir, qu'on en parlera sur plusieurs épisodes. D'ailleurs, vous pouvez venir nous soutenir en faisant un petit geste, une petite donation à partir d'€1 sur notre page Tipeee. Vous retrouvez tous les détails dans les notes de l'épisode. Il y a de toute façon de contribuer à notre podcast, hein. Par exemple, aller mettre 5 étoiles sur iTunes. Ou tout simplement 5 étoiles sur... Vous pouvez mettre justement vos étoiles, votre commentaire sur notre page Facebook. Jusqu'à présent, nous en avons mis que 5. Il y a plusieurs personnes qui nous ont mis 5 à chaque fois. Non pas que j'ai envie que vous en mettiez moins. C'est pas ça. Mais ça fait toujours plaisir de voir des
des commentaires. D'ailleurs, donc on va intercaler cet épisode 67 bis avant le 68. Le 68 est déjà monté, il était prêt à être publié, j'allais le publier au moment où je publie celui-ci. Mais bon, les alléluia de l'actualité, comme on dit, on fait que on a eu envie comme ça de partager ce moment avec vous, enfin Guy surtout. Et je publierai l'épisode 68 la semaine prochaine. Il est déjà là, il est déjà prêt. C'est une discussion qu'on a justement avec Mara, qui est naturopathe. On s'était dit en plein mois de janvier, ce serait une bonne idée d'un peu reparler de cuisine saine et d'harmonie avec les différentes harmonies entre la santé et l'alimentation. Donc on reste toujours dans le fait d'apprécier la bonne nourriture et le fait de rester en bonne santé et d'augmenter sa longévité finalement. Donc cet épisode-là va passer la fois prochaine, mais ne vous étonnez pas si vous vous rendez compte que au niveau de la chronologie, on ne parle pas de la même chose parce que voilà, on a un peu mélangé les épisodes. Il y a eu l'espace-temps qui s'est modifié, on va dire. Voilà, donc c'est la magie de l'internet, de l'enregistrement qu'on peut faire, de pouvoir intercaler comme ça en vitesse cet épisode. Il n'y a pas grand-chose à éditer, pas grand-chose à couper. Je vais vous le livrer comme ça parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Cette année, enfin ces derniers mois ont été relativement éprouvants pour les gens qui étaient fans de leur star. Tu avais Jean d'Ormesson qui nous a quittés, tu as Johnny Hallyday qui nous a quittés. Beaucoup de gens ont été très tristes. Eh bien, bon, moi, j'étais pas gros fan de Johnny, mais là, je dois dire que quand on a un pape de la gastronomie qui décède, de voir même mes proches qui sont cuisiniers, qui prennent un coup au moral en entendant ça, je veux dire, même s'ils savaient qu'à 91 ans, tu peux pas espérer encore 20 ans de bonheur, quoique on lui aurait souhaité facilement, mais comment dire, on s'y attendait un petit peu. Mais je dirais que ça fait quelques semaines, enfin quelques années à la limite, je disais, mais tiens, Paul Bocuse, qui est toujours là, à l'âge qu'il a, mais enfin, bon, c'est quelqu'un qui a d'une fameuse résistance, hein, finalement. On souhaite qu'il soit mort, je dirais, paisiblement dans son lit et pas Il paraît. d'une maladie, mais apparemment c'est le cas. Et c'est très bien finalement pour lui parce que il a quitté en pleine gloire finalement. Il n'a pas perdu d'étoiles, il n'a pas perdu, disons, de sa superbe. Il était toujours, je suppose, relativement présent jusque dans les derniers moments et il est parti sans faire de vagues finalement. Mais on manque de gens comme ça, de gens qui ont élevé leur métier à un niveau stratosphérique, niveau de virtuosité inégalé. Ils se comparaient pas aux autres, ils ne regardaient pas les autres. Leur but, c'était pas de s'élever en écrasant les autres, c'était en s'élevant eux-mêmes, en s'élevant intrinsèquement. Et ça, c'est quelque chose qu'on perd, je trouve. Et il y a très peu de gens sur Terre que je peux nommer, et je peux montrer du doigt en disant, ça, ce sont des gens qui ont bossé pour arriver là où ils sont. Ils ont bossé dur, ils ont bossé jour et nuit, ils se sont concentrés dessus, ils sont devenus intrinsèquement meilleurs et ce sont des exemples, c'est pas pour rien qu'on dit un pape, c'est presque un niveau spirituel. C'est un travail spirituel, c'est pas un travail relationnel. Bon, il a fait du relationnel, mais c'est pas pour ça qu'il a fait de la mauvaise cuisine. C'est pas le gars qui a fait de la merde en boîte et puis qui a été la vendre en se vendant bien. Non, il faisait, à la fois il était très bon dans ce qu'il faisait et à la fois il était très bon à se vendre. Alors, un journaliste lui demandait il y a quelques années si vous vouliez changer quelque chose, que vous changerez. Il fait mais rien. Pour moi, tout a été comme je voulais. Et c'est un exemple qu'on devrait peut-être donner un peu plus aux jeunes, en tout cas même à n'importe quel âge. Élevez-vous, travaillez. Vous êtes tous des virtuoses à votre façon. On a tous un truc dans lequel on peut devenir excellent. Concentrons-nous là-dessus. Lui, il est excellent en cuisine, il a fait de la cuisine. Comme Mozart est excellent en musique, il a fait de la musique. Bon, quand on est à l'école, qu'on est excellent en maths et très mauvais en français, on vous dit, va faire du français. Non, faites quand même des maths. Si vous êtes excellent en cuisine et que tout petit, il paraît que, je vois dans les biographies qui disent, il s'intéressait à la cuisine, il s'intéressait aux ingrédients, il s'intéressait au goût, au terroir, il a persisté là-dedans et il a fait ça, il était passionné finalement. Et c'est une source d'inspiration, personnellement, qui fait plaisir à voir et qui est utile. Parce que j'ai beau regarder, il y a très peu de gens qui pensent du mal de lui. Qu'est-ce qu'il a fait de négatif dans sa vie? Oui.
Je pense que les gens qui pourraient penser du mal de lui sont soit des aigris, soit des jaloux, point. Des envieux, Les voilà. envieux, En voilà. disant, ouais, il a eu de la chance. Mais non, il n'a pas eu de la chance, il a bossé. Il a Non. travaillé, exactement. Mais tu en as connu, toi, des élèves qui ont obtenu des étoiles au Michelin? Des élèves à moi? Oui, Ah ben oui. voilà. Et ils les ont pas eu avec de la chance. Mais tu en as connu aussi, puisque nous sommes allés manger chez l'un d'eux il y a pas longtemps, donc Voilà, voilà. sans en dire plus, voilà. Voilà. J'espère qu'un jour on va le recevoir dans ce podcast. Oui, on va Mais essayer. je veux dire, les choses n'arrivent pas par miracle et les choses n'arrivent pas en restant assis dans son canapé à regarder la télé. Mais d'autant plus que c'est le genre de métier qui demande un investissement, je dirais quasi total, hein. On ne sait pas percer dans ce métier-là, d'abord en faisant 32 heures semaine, ça c'est la première chose. On ne sait pas non plus percer sans sacrifier très souvent ses week-ends, parce que le client il aime sortir Et ces jours le fériés. samedi, le dimanche et les jours fériés. On ne sait pas non plus quasiment percer dans ce métier sans finalement sacrifier aussi sa famille, parce qu'on travaille le midi, mais on travaille aussi surtout le soir. Donc il faut que la famille soit de la partie. Il y a énormément actuellement de jeunes cuisiniers très prometteurs qui quittent le métier parce que leur épouse n'est pas du métier et qu'elle dit bon ben écoute, tu vas devoir choisir, c'est soit moi soit ton métier, mais les deux ce sera pas possible. Donc j'ai connu comme ça des cuisiniers extrêmement prometteurs qui avaient vraiment de l'or dans les mains et qui n'ont pas pu concrétiser bien loin leur qualité professionnelle parce qu'ils ont dû choisir entre leur vie de famille et leur métier. Et bon, évidemment, à l'époque de Paul Bocuse, ça ne se posait pas. On considérait que c'était comme ça et que bon, on devait travailler le soir, le week-end, les jours fériés, et que c'était ça le sacrifice qu'il fallait faire. Non, mais même moi, quand j'ai grandi dans dans une famille de restaurateurs, effectivement, mes parents étaient très peu disponibles. Là, ça commence maintenant, quoi, au mois de mars, quand tu as la période des communions, tu as la période des banquets, les mariages, les festivités, les réveillons. Tout ça, c'est quelque chose que j'ai peu connu. Sauf quand j'étais en âge de commencer à travailler. C'était bien parce que tu gagnais bien, tu faisais un peu plus d'argent quand c'était une célébration genre Noël, Nouvel An. Bon, là, tu pouvais espérer avoir un petit extra en plus. Mais globalement, c'est beaucoup de travail, très fatigant, très physique, euh, à des heures, à des horaires coupés. Donc, c'est même pas genre tu fais tes 8 heures, tu rentres chez toi. Non, tu fais le service de midi, tu fais le service du soir. Et entre les deux, c'est coupé. Hein, donc, tu peux faire une petite pause, mais tu peux pas vraiment récupérer entre les deux. Et puis, tu finis à pas d'heure. Et puis, finalement, c'est pas excessivement bien payé pour ce que c'est. Donc, si on fait pas un métier de cuisinier pour gagner de l'argent en premier lieu. Sinon, En premier lieu en tout cas. sinon, on va faire agent immobilier. C'est mon conseil. Là, tu vas faire des belles commissions en travaillant très peu. C'est formidable, tu n'as même pas besoin d'une grande qualification. Par contre, la cuisine, devenir un bon cuisinier, c'est beaucoup de pratique et encore plus de pratique. Et c'est s'intéresser, c'est travailler dur, c'est travailler longtemps. S'il y a bien des gens qui méritent l'admiration, c'est les cuisiniers. Et c'est pas pour rien que de tous mes frères et sœurs, il n'y en a aucun qui s'est vraiment dirigé dans une carrière de cuisinier ou de cuisine, euh, parce qu'on a vu l'investissement, le travail que ça faisait, et on n'était peut-être pas intéressé d'en mettre autant et de faire tout ça pour ça. Mais tout ça n'empêche que euh, ça reste quand même un métier intéressant dans le sens où tu fais énormément de rencontres. Tu as des contacts extraordinaires. Tu as une fraternité énorme. Dans une brigade de cuisine, tu as deux moments. Tu as le moment du service où on ne se dit pas les choses à moitié. Il n'y a pas de temps pour faire des ronds de jambes. On se donne les ordres, le client attend. C'est très militaire. Hein. Mais je réfléchissais encore hier, parce qu'on me reproche souvent ma façon de parler aux gens. Mais j'ai grandi dans une cuisine où j'ai eu des parents qui apportent... Parce qu'on apporte tous chez soi sa déformation professionnelle. Quelque chose qui m'agace le plus au monde, c'est de parler en dehors d'une école avec des institutrices, surtout des institutrices maternelles, parce qu'elles finissent par parler à tout le monde comme elles parlent à leurs enfants. Des formations professionnelles, tu passes le plus clair de ton temps la journée à parler d'une certaine façon pour ton boulot. Après, tu peux pas t'empêcher d'être comme ça. Ça transpire comme ça laisse des traces. Et dans la cuisine, c'est pareil. Tu veux quelque chose, ça doit être fait. Parce que il y a deux professions sur Terre où t'as pas le temps
de commencer à dire des s'il te plaît ou t'as pas le temps d'être, tu peux pas être en retard. C'est médecin, en tout cas tout ce qui touche à la médecine, chirurgie, tout ce qui ou et cuisinier. Parce que le gars, il a pas le temps d'attendre. T'as pas le droit d'être en retard. T'as pas le droit de rater. T'as pas le droit de recommencer une deuxième fois ou de commencer à te vexer et te dire non, je veux plus. Non, le gars, il attend. Il a faim. OK? Donc, il faut comprendre aussi. Je vois des gens là qui critiquent. C'est Gordon Ramsay qui est aussi fort influencé par Bocuse, qui a cette émission en Amérique, L'Enfer en cuisine, Cauchemar en cuisine, où il prend des gens passablement mauvais en cuisine et il essaie d'en faire une brigade d'élite. Et bien sûr, il finit toujours par gueuler, il fait des coups de sang. Et alors, on trouve qu'il est très violent dans ses propos. Je dis, mais c'est comme ça en cuisine. Et encore, ce que tu vois là à la télé, c'est très soft par rapport à ce qui se passe. J'ai un cousin qui a fait un apprentissage dans une école, pas dans une école, dans une cuisine 3 étoiles, pas chez Bocuse, dans un autre plus au nord, qui racontait, en plus, parfois ils sont sadiques les chefs, parce qu'ils savent qu'il y a 2000 personnes qui attendent pour prendre ta place. Et donc, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas comment dire, de fioriture, on va direct à l'essentiel, c'est très militaire en effet comme tu dis, on veut quelque chose, il le faut pour maintenant, point. On l'exprime clairement, on le répète pas 2 fois, tu le fais, tu fermes ta gueule. Et c'est comme ça. Donc tu as un moment très stressé parce que quand tu as un moment quand ils disent, quand tu as un coup de feu, quand ils sont dans le jus, quand c'est le moment du service, bah, tu as toute la salle qui arrive et veulent tous être servis en même temps et ils n'ont pas le temps d'attendre que tu fasses un après l'autre. Donc une brigade de cuisine, c'est très très stressant au moment des services. C'est le coup de feu, hein. Voilà. Et après, généralement, tu te relâches. Et j'espère qu'on va pouvoir un jour faire une émission sur les blagues qu'on peut faire en cuisine. J'aime autant dire que autant tu peux être très stressé d'un coup, autant de l'autre côté, après, c'est la grosse fraternité. Généralement, on va se boire des verres ensemble et on se fait des blagues. Et c'est un milieu qui est très soudé, hein. Oui, il peut être très soudé, comme il peut être aussi parfois très très dur. En fait, chaque maison a sa spécificité, a sa manière de travailler, qui est bien sûr malgré tout dictée par le patron, par le chef de cuisine. Et alors, on entre dans cette spécificité ou on n'y entre pas. Celui qui n'y entre pas très très rapidement, et on ne vous laisse pas 15 jours pour vous faire à la maison, hein. Celui qui n'entre pas dans l'esprit de la maison directement, on ne le gardera pas. Je parle des toutes grandes maisons, hein. Je ne parle pas, disons, des établissements où maintenant il y a parfois de la pénurie pour trouver du personnel, hein, ouais. Et qu'on peut pas faire autrement. Moi, je parle d'une grande équipe. Je suis certain que chez Paul Bocuse, mais chez d'autres cuisiniers du même style, bon, on engage ils n'ont pas de souci de personnel. Ils n'ont pas de souci de personnel. On engage un apprenti. Il s'intègre tout de suite dans la brigade, hein, il prend ses marques, comme on dit. Bien sûr, on ne va pas lui demander de faire des choses qu'il n'est pas capable de faire, mais il intègre l'esprit de la maison, ou bien il ne l'intègre pas, mais s'il ne l'intègre pas, il ne reste pas 8 jours. Hein. J'ai fait un stage dans une pâtisserie qui avait pignon sur rue, et j'y étais en tant qu'enseignant qui faisait un stage, et c'est encore une maison très à l'ancienne, hein. Qui était renommée, qui était réputée évidemment, mais qui était très à l'ancienne dans sa conception. Et le monsieur était bien sûr dans les ateliers, et la dame était au comptoir à la vente, et il y avait 2 apprentis. Je me rappelle qu'un jour, il y a un apprenti qui a fait un petit peu, disons, comme on dit, de son nez, qui était un petit peu pas trop d'accord, hein. Il faut dire que le patron était parti, et avec le patron ça marchait très bien, mais avec madame qui était un petit peu autoritaire, ça marchait un peu moins bien. Elle avait vraiment ce qu'on appelle un caractère très bien trempé. Et je me rappelle qu'elle lui a dit à 7 heures du matin, la maison, on s'y soumet ou on la quitte. Et je sais que l'apprenti, moi j'ai écouté la conversation, je ne suis pas intervenu évidemment, et je me rappelle que l'apprenti, il a baissé ses 2 oreilles, il continue à travailler, hein, mais la phrase était cinglante, hein. Une entreprise, on s'y soumet ou on la quitte. Et ça ne laissait pas je dirais, d'alternative mitigée, hein, voilà. Alors, je tiens, avant que nous nous quittions, je tombe ici sur un article du Point que je viens d'ouvrir, et c'est Bocuse de chef qui a transformé les cuisiniers en stars. Et l'article est extrêmement intéressant parce qu'il
il parle du personnage et vraiment de toute l'influence qu'il a eue sur la cuisine française. L'article mérite véritablement d'être lu. Et alors, un des sous-chapitres, c'est notre père à tous. Et alors, on dit, c'était un homme de la terre, il aimait la terre, il la respectait, il magnifiait le produit, il était contre une cuisine trop moderne, et sa cuisine, soi-disant passiste, c'était complètement dans le ton actuel. Et ça, c'est Marc Verrat qui le dit, Marc Verrat qui est un des plus grands cuisiniers français actuels également, hein. Donc c'est vraiment un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. Ce n'était pas vraiment un moderniste, par contre c'était un visionnaire sur le plan commercial, puisque Paul Bocuse est un des premiers qui a ouvert des restaurants, je dirais. Il avait une quinzaine d'établissements, il ne faut pas l'oublier non plus, hein. Oui, oui. Ben, j'ai justement, dans la journée, j'avais tweeté sur le compte Twitter de Parler Cuisine, justement l'article du Point. Ils disent aussi qu'il a ouvert la voie à Ducasse, Robuchon, Savoie et aux autres. Oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, il risque d'avoir du monde à ses obsèques et beaucoup de gens tristes. Ah oui, là j'ai l'impression, je ne dis pas que le président de la République y sera, quoique on n'en sait Il a rien, déjà fait un hommage que j'ai mais, retweeté aussi, et qui est très, mais c'est très clair bien qu'il y aura écrit, du oui. monde, hein. Bah oui. Je pense que ce jour-là, beaucoup d'établissements en France seront fermés. Par Le jour des en obsèques. l'honneur en Ben, mémoire de. ceux qui seront Oui. présents aux Oui, obsèques, déjà, forcément, risquent de fermer leur établissement en disant, bon, ben, ce jour-là, désolé, mais nous fermons, hein. Oui, ben, en tout cas, le monde de la cuisine est triste, en tout cas, le monde de la bonne cuisine, parce que pour lui, il n'y avait qu'une cuisine qui vaille la peine, la bonne. C'était la bonne, voilà. Voilà. Et donc, on est justement, on fait partie de ses disciples de la bonne cuisine. Si tu devais faire une recette pour rendre hommage à Paul Bocuse, là, maintenant, qui soit dans tes cordes, ce serait quoi? Ah ben j'ai justement le produit chez moi, donc ça tombe bien. Moi j'aime bien des choses un petit peu, comment dirais-je, un petit peu innovantes. Et j'ai quand même fait à plusieurs reprises sa fameuse soupe de moule à l'orange que je trouve assez sublime, assez géniale. La soupe de moule à l'orange, alors. Oui, oui, de Paul Bocuse. Je dois reconnaître que c'est ce que je pourrais faire comme ça, disons au pied levé, le plus vite. Bon, je n'ai pas d'orange et des mandarines, mais enfin je m'arrangerai. Oui. Bon, moi je connais pas beaucoup de recettes de Bocuse. La seule Et ce n'est pas compliqué du tout à faire, hein. Oui, la seule recette que j'ai réussi, en tout cas sur son inspiration, c'est la sauce hollandaise avec Ah oui. un petit, comment dire, un dard de saumon, tout simplement. Comment dire, c'est une sauce mousseline, ça. Oh, vraisemblablement, une sauce hollandaise ou une sauce mousseline, il y a les deux, évidemment. Et en suivant en tout cas ces instructions, c'était formidable. Donc maintenant, je vais effectivement regarder ça de plus près. Bon, je suis pas du métier directement. Je n'ai fait que me frotter aux gens du métier. Je vois qu'il y en a beaucoup qui sont tristes. Je vois sur les comptes Twitter, c'est vraiment l'effarement. C'était quelqu'un en tout cas qui faisait l'unanimité, et ça, c'était notre hommage, une façon de lui rendre hommage et de partager avec vous ce moment, enfin ce qu'on avait sur le cœur à ce sujet-là. Et j'espère que vous en avez au moins autant, si pas plus. N'hésitez pas à exprimer votre ressenti, s'il le faut, partager. Répondez à notre tweet, répondez à notre groupe, à notre page Facebook. Allez mettre un commentaire sur le site, tiens. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a été mettre un commentaire sur le site. Moi, j'ai été très étonné parce que c'est quelque chose qui arrive rarement. Mais bon, on en reparlera dans un autre épisode. Là, c'était un épisode comme ça, sur le vif, à chaud. Et on espère ne pas devoir en faire trop souvent quand même, hein. Ben non. Ben, en tout cas, l'année a mal commencé à ce niveau-là, hein. Il y a des années comme ça, hein. Il y a des années comme ça, voilà. Et je pense qu'on dit toujours personne n'est indispensable, mais il y a quand même des gens qui sont éternels. Et je pense qu'un cuisinier comme lui va laisser une trace, je dirais pendant très 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 longtemps. D'ailleurs, évidemment, je ne sais pas comment va continuer, va se poursuivre son empire d'un point de vue commercial. Je suppose qu'il avait eu la prudence d'aménager les choses, hein, en verrouillant toute une série comment dirais-je, de clés, de portes pour ne pas que ça s'effondre après lui. Mais je pense que son établissement restera encore ouvert très 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 longtemps. Il a de toute façon une équipe extraordinaire qui est au travail, et il n'y a pas de raison, je dirais, de ne plus aller chez lui parce qu'il n'est plus là.
je suis persuadé qu'on mangera toujours tout aussi bien dans 5 ans chez Paul Bocuse qu'on y mange aujourd'hui, par exemple. Et ce n'est pas parce que Coco Chanel est décédé qu'on n'achète plus du Chanel, par exemple. Hein. J'espère qu'ils vont pas lui retirer ses étoiles. Mais disons que traditionnellement, enfin généralement, on enlève les étoiles quand le propriétaire habituel a disparu ou ne travaille plus. Mais dans la mesure où Paul Bocuse avait déjà remis, je dirais, la charge de son restaurant en 2014 à son seconde cuisine, et que c'était de notoriété, si Michelin avait voulu retirer une étoile, ils auraient déjà pu le faire. Alors bon, des mauvaises langues ont dit, bon, Paul Bocuse, on a envie de lui retirer une étoile, je l'ai déjà entendu, hein. On a envie de lui retirer une étoile parce que vraiment, c'est devenu un petit peu passé. Mais tant qu'il vit, on ne lui retire pas. Bon, j'espère que ça ne se réalisera pas. Tu veux dire que la 3e étoile était purement honorifique pour service Mais rendu? on dirait qu'on la gardait parce que bon, il aurait été impensable, je dirais, ça aurait fait un tollé en France, il aurait été impensable de retirer la 3e étoile à Bocuse par rapport à tout ce qu'il avait amené à la cuisine. Hein. C'est un petit peu comme si, je sais pas moi, on disait à quelqu'un qu'on lui retire la Légion d'honneur parce que finalement, bon, il n'en mérite plus ou plus tout à fait. Bon, ça se fait, mais je vais dire, dans le cas de Bocuse, ça aurait été un séisme. Je pense que le guide Michelin n'aurait jamais osé Ce serait une balle dans le pied en tout cas. agir comme ça. Ben, ce sera en tout cas se décrédibiliser, hein, parce que comme on l'a déjà dit pendant cette émission, Paul Bocuse ne cuisinait plus lui-même depuis déjà très longtemps. Il était présent, mais ce n'est pas lui qui pelait les carottes. Donc, ça n'a pas de sens de dire tiens, quand il est là et qu'il vit, on lui laisse 3 étoiles. Maintenant qu'il est décédé, ça a changé. Ben non. Ceux qui cuisinent sont toujours les mêmes qui cuisinaient, je dirais, hier ou avant-hier. Hein. Donc avant-hier, il avait l'étoile, hier, il l'avait, aujourd'hui, il l'a. Il n'y a pas de raison que demain, on lui dise, on lui retire parce qu'il n'est plus là. Je crois que ça n'a pas beaucoup de sens. Maintenant, ça pourrait arriver s'il y avait vraiment des manquements, hein, mais je ne pense pas qu'il va y avoir des manquements. Maintenant, il faut voir comment la maison va évoluer, à qui elle va appartenir. Est-ce que son épouse va toujours continuer à être présente et à diriger ou pas? Bon, mais dis-moi, à ton avis, le guide Michelin doit plus à Bocuse que Bocuse au guide Michelin? Oh non, le guide Michelin est bien antérieur à Bocuse. Hein. Oui, mais la notoriété du livre rouge est quand même maintenant, comment dire, mondiale. Oui, mais je pense que la notoriété du livre rouge est indépendante de près ou de loin à Paul Bocuse. Bon, Paul Bocuse, bien sûr, a 3 étoiles, mais Paul Bocuse n'aurait pas existé, cela n'empêchait pas le guide Michelin d'avoir sa notoriété, je ne pense pas. Hein. Parce qu'il a, je veux dire, s'il a été à l'origine de la gastronomie, il a inspiré. Moi, je dirais plutôt que Paul Bocuse était a plus influencé Goemio que le Michelin, par exemple. Hein. D'ailleurs, il y a un des deux qui nous a quitté l'an dernier, là, des Goemio. Oui, même s'il faut reconnaître que la nouvelle cuisine est plus une affaire de Goemio qu'une affaire de Michelin, puisque c'est Goemio qui a le premier, enfin, quand on dit Goemio, les premiers, hein, puisque ce sont deux personnages différents. Ce sont eux qui, les premiers, ont parlé de la nouvelle cuisine. Donc, finalement, mais Paul Bocuse étant resté, malgré tout, relativement classique, on dirait qu'il était plus dans les cordes du Michelin. Maintenant, le Michelin a évolué. Pourquoi? Parce que quand on voit le nombre d'établissements qu'ils ont récompensés, par exemple au Japon, qu'ils récompensent dans les pays scandinaves, vous savez que le pays qui a le plus d'étoiles, c'est le Japon, avec plus de 1700 étoiles hein, cumulées. La France n'en a que 700. Donc le Michelin n'a pas hésité à s'expatrier et à décerner des étoiles pour des restaurants de sushi, des choses pareilles. On se demande parfois un peu selon quels critères, mais bon, voilà, autre pays, autre mœurs. Les guides ont évolué. Les choses qu'on mangeait en 1950 ou 1955, j'ai acheté des livres de cuisine de cuisiniers émérites de l'époque. On ne voudrait plus les manger maintenant, tellement c'est ringard. Oui. Hein, dans un restaurant 3 étoiles, il y a des photos où on présente un pâté en terrine, un pâté de campagne, avec des crudités sur une planche en bois, hein, avec une fleur taillée dans une tomate et un cornichon, je dirais, taillé dans tous les sens. Et c'était un restaurant qui avait 3 étoiles. Alors que maintenant, on mangerait ça dans une brasserie.
Ah bah maintenant, même dans une même je dirais même dans une brasserie, ce ne serait pas suffisant pour décrocher une étoile dans sa brasserie, quoi. Donc la cuisine a évolué, les guides ont évolué. Il faut reconnaître bon qu'il y a énormément de comment dirais-je moi, énormément de difficultés maintenant à obtenir des étoiles. Alors j'en profite avant que nous nous quittions. Je n'ai évidemment pas d'acquaintance avec ce restaurant, mais il y a un restaurant qui a 3 étoiles en Belgique et qui s'appelle Hertokian, qui va fermer fin de l'année parce que bon, ce sont deux associés qui veulent faire autre chose, tout simplement. Ils veulent d'abord se consacrer, je pense, un peu plus à leur famille, c'est ce que j'ai entendu qu'ils disaient. Mais j'invite à aller sur leur site. Il y a quelques photos. Et là, vous verrez, par exemple, encore un autre genre de cuisine très avant-gardiste. Mais alors une cuisine où l'emploi des fleurs est omniprésent dans quasiment tous les plats. Ah oui. Et là, je vous invite par Hertokian. C'est un restaurant flamand. Et t'écris ça comment? Hertog, hein, comme le comte, hein, donc H-E-R-T-O-G, et puis Jan, J-A-N. Je vous invite à aller voir sur ce site-là. Vous verrez encore d'autres types de plats. Évidemment, Paul Bocuse n'aurait jamais fait ça, bien entendu. Hertog-Jan.com. Accueil, Hertogian. C'est ça. Hertog, c'est Hertog-Jan.com. Effectivement, on a le site en français. Ouh, c'est très joli ça. 3 étoiles, tu dis, pour ça? 3 étoiles, oui, oui, oui. Tu as une vue sur le champ depuis sa salle, c'est ça? Oh, ben moi j'ai un autre site, mais bon. Mais il suffit de regarder les assiettes, et alors on a des assiettes qui sont d'une beauté à couper le souffle, et chaque fois, il y a des petites fleurs qui sont omniprésentes comme ça dans l'assiette, c'est extraordinaire. Ah oui, ils ont même du Royal Belgian Caviar. Tout à fait, tout à fait. Homard de l'Escaut de l'Est. Oui, oh là 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 là. Oui, effectivement, ça c'est des prix 3 étoiles. Pourquoi est-ce que les restaurants 3 étoiles sont si chers? Ben parce que les produits qu'ils utilisent sont des produits chers, évidemment. Oui, effectivement, ça peut aider. Donc ça c'est du côté flamand de la Belgique. Et donc s'ils ferment à la fin de l'année, ça va falloir... Mais il faut y aller avant, comme on dit. Hein. Il faut y aller avant, voilà, exactement. Je pense que nous allons prendre congé de tous nos amis. Hein. Merci en tout cas d'avoir passé ce moment avec nous. Si c'est tout ce que tu as à dire, on va effectivement vous laisser. On va laisser les gens continuer leur vie. Aller se coucher, dormir, prendre le bus. Voilà, si vous êtes dans le métro, voilà. je sais pas, souriez au gars d'à côté, faites-lui peur comme ça. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, où que vous soyez. Merci beaucoup de votre fidélité, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous, partagez-le avec les autres amoureux de la cuisine. Et puis, si vous avez une question, un commentaire, n'hésitez pas à nous envoyer un message. L'adresse c'est question@parlercuisine.com. Le site est donc parlercuisine.com où vous pouvez retrouver les épisodes précédents, les notes de l'épisode, le blog, le formulaire pour poser une question, les différents endroits où on peut s'abonner. Bonne nouvelle, ça vient juste de tomber cette semaine, donc on n'en parlera pas l'épisode prochain parce qu'il a été enregistré avant, mais nous sommes disponibles sur Spotify. Oui, notre podcast a été approuvé par Spotify pour être diffusé dans leur catalogue. Donc si vous êtes un grand adepte de Spotify, donc plus besoin de commencer à chercher une application de podcast machin chouette, vous avez Spotify. Et c'est en plus dans la version gratuite. Donc même pas besoin de payer pour pouvoir nous écouter. Si vous prenez la version streaming gratuite que vous pouvez écouter depuis votre ordi ou depuis votre téléphone, votre tablette, Spotify, vous trouverez. Alors on est aussi sur TuneIn de toute façon, de la même façon. Je vois qu'il y a quelques personnes qui nous écoutent à partir de là, donc merci à vous. Je dis Spotify parce que notre hébergeur nous a dit Stitcher, qui était la deuxième plateforme sur la plus écoutée en podcast après iTunes et Apple. Elle vient d'être dépassée par Spotify. Donc voilà, en tout cas, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, quel que soit le moyen que vous utilisez, ça nous fait plaisir que vous nous ayez accordé tout ce temps. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants en tout cas, et à la prochaine. Au revoir. À la prochaine.